Je voudrais dire merci à M. Wang Yijie, représentant l'ambassade de la République populaire de Chine. Je le disais, M. le ministre va se retirer, appelé qu'il est à occupation, à une réunion gouvernementale. Mesdames et messieurs, nos travaux pour cette cérémonie vont se poursuivre sous la forme d'échanges avec notamment Monsieur le directeur, que nous allons appeler. Voilà. Je pense que Monsieur le Président et sa délégation vont nous trouver en cours de travaux. Nous allons procéder, mesdames et messieurs, à une séance d'échange sur la base des travaux qui ont été livrés par le directeur de CIVES. C'est une séance donc d'échange qui va permettre aux journalistes que vous êtes, aux partenaires du monde de la presse, d'interagir avec, n'est-ce pas, le directeur du cabinet au sujet des chiffres, des données qui ont été livrées. Une première liste de 3 questions. C'est Guillaume Bateau, je suis le directeur général de Notre Voix. Je voudrais donc remercier l'ANP, son président, le cabinet CIVES pour ce travail. J'ai juste une question. Alors, au cours de son intervention, M. Traoré a plusieurs fois dit que le test n'était pas significatif. Si j'ai bien compris. Cela m'amène à poser la question sur l'échantillon et la période de délai, j'allais dire. Est-ce que M. Traoré pense qu'avec l'échantillon qu'il a évoqué, je crois entre 1500 personnes, et en 2 semaines, une enquête nationale peut se faire avec des résultats qui peuvent être considérés comme représentatifs de la réalité du secteur de la presse imprimée au plan national? C'est ma question. Parce que chaque fois, il disait que les tests n'étaient pas significatifs parce que, par exemple, sur une question, il n'y a pas plus de 50 personnes qui ont pu être interrogées. Est-ce que cela ne peut pas influencer ou biaiser le résultat de l'enquête? Merci beaucoup. Je suis Hassan Niada, rédacteur en chef de l'Avenir, du journal d'un quotidien de la place qu'on appelle l'Avenir. Ma préoccupation, j'en ai 2. La première, l'enquête révèle que parmi les journaux les plus lus, nous avons Fraternité Matin en 1, Le Patriote en 2, Notre Voix en 3, Le Nouveau Réveil en 4 et Soir Info en 5. Je dénomme donc 3 journaux, Le Patriote, Notre Voix et Le Nouveau Réveil, qui sont proches des partis politiques. Or, dans le même temps, l'enquête nous dit que les lecteurs ou les Ivoiriens, les populations, ont tendance à laisser les journaux parce qu'ils sont jugés partisans, parce qu'ils ne disent pas la vérité. Pour moi, il y a une sorte de contradiction entre le fait que les 5 majeurs, parmi les 5 majeurs, on trouve des journaux foncièrement ancrés aux proches des partis politiques. Donc, comment est-ce qu'il explique cette sorte de contradiction? Et puis, la deuxième question, c'est une affaire d'argent. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de l'enquête? Ça a coûté combien aux contribuables ivoiriens? Ma question se rapproche un peu de celle de M. Guillaume Bateau, principalement sur le délai. C'est vrai, on peut réaliser une enquête, un travail en un mot, sur un bref délai, mais quand on a la ressource humaine assez abondante, quand on a plusieurs personnes sur le terrain, on peut le faire en un temps record. Mais en 1 semaine, avec le nombre de personnes qui a été indiqué, je pense qu'à ce niveau-là, il y a un petit souci. Donc, je voudrais savoir pourquoi est-ce que cette enquête-là a été menée juste sur, enfin, je veux dire en 1 semaine, au lieu de prendre peut-être 2, 3 ou même 1 mois. Je vous remercie. Merci. Monsieur Trésor Doudou, c'est ça? De Radio Arc-en-Ciel. Monsieur le directeur, donc première question de monsieur Bateau, qui s'inquiétait de la qualité et de la pertinence des résultats, n'est-ce pas, vu l'échantillon et le délai.
Cette question rejoint celle de M. Doudou. Toujours la question du délai. Est-ce que c'est pertinent, n'est-ce pas? Bien, donc, M. Guillaume Bateau, bon, ben, c'est des inquiétudes tout à fait normales. Et c'est à moi que revient la lourde tâche de les rassurer. Il s'agit d'un sondage d'opinion publique. Et le sondage a ses règles. Quand on fait un sondage, en fonction du budget qu'on a, on a le degré de fiabilité qu'on peut avoir. Par exemple, pour avoir un sondage fiable avec une marge d'erreur de 5%, il faut interroger seulement 400 personnes. Pour avoir des résultats fiables avec une marge d'erreur de 4%, il faut interroger 625 personnes. Pour avoir un sondage avec des résultats fiables avec une marge d'erreur de 3%, il faut interroger 1000 personnes. Pour avoir un sondage fiable avec des résultats et un sondage fiable au seuil de 95% avec une marge d'erreur de 2,5%, il faut interroger 1500 personnes. Pour avoir un sondage fiable avec des résultats, pour avoir des résultats fiables avec une marge d'erreur de 1%, il faut interroger 10 000 personnes. Donc, tout est une question de budget. Ou bien, quand on a même l'argent, on fait un sondage exhaustif. On interroge 22 millions de personnes, 23 millions. Ça somme tout le monde. Voilà. Mais le sondage, justement, vient pour réduire les coûts de l'information. Voilà. Nous, avec notre budget, le budget qu'on avait, on a fait un sondage avec une marge d'erreur de 2,5%. C'est-à-dire, dans tous ces résultats qu'on a, si on a 50% de oui quelque part, ça veut dire que c'est entre 47,5% et 52,5%. Voilà. Et puis, le degré de fiabilité, c'est à 95%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous refaisons cette enquête-là, selon la méthodologie qu'on a présentée, si on prend 100 échantillons différents de 1500 personnes, dans 95% des cas, on aura des résultats qui vont varier de 2,5%. Et seulement 5% des échantillons auront des résultats différents de ce qu'on vient de voir. Donc, le seuil de confiance, c'est 95%. Et la marge d'erreur, c'est 2,5%. D'après quelqu'un, c'est du balèze. On n'est pas allé du dos de la cuillère. Et puis un sondage, c'est une photographie de l'opinion à un instant T. Plus on dure, plus il y a des événements qui se produisent, et plus l'opinion se transforme. Donc un sondage, c'est 3, 4, 5 jours. Bon, nous ici, comme c'est du face à face, on ne peut pas dépasser 10 jours. Pour cela, c'est pourquoi justement ça coûte cher. Il faut mobiliser beaucoup de personnes, leur donner les moyens de déplacement rapide, et puis voilà. Maintenant, le traitement, ça peut prendre un mois. Mais le recueil des informations, il faut que ça se fasse le plus rapidement possible. Voilà, pour qu'on puisse dire, voilà la période dans laquelle la photo a été prise. Voilà. Donc, c'est un travail vraiment professionnel que nous avons exécuté. C'est différent d'un travail de recherche académique où on peut prendre une année sabbatique pour faire le travail. Mais chez nous, les sondeurs, la rapidité dans le recueil des informations a une très grande importance. Voilà. Pour coller à la réalité. Pour ne pas qu'un autre événement vienne perturber l'opinion, pour dénaturer l'information qu'on a. Et puis, la seconde question,
de M. Niaga Vieira, qui parlait qui s'inquiétait de la proximité de 3 des journaux de tête en presse écrite relativement à ce sondage avec les partis politiques, alors que dans le contenu du sondage, justement, une bonne partie de la population s'inquiétait de la proximité, justement, de ces journaux-là avec les partis politiques. Comment expliquer alors qu'ils fassent partie du quatuor de tête? Monsieur Miaka, il a tout dit. Effectivement, c'est pourquoi ça ne marche pas. Il n'y a même pas 50 personnes qu'on a retrouvées sur les 1500 personnes qui achètent ces journaux. Il n'y a même pas 50 personnes, si bien qu'on ne peut même pas dresser le profil. C'est parce que justement, il n'y a pas de lecteurs. Et ce qui est intéressant, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand même, ces journaux ont des partisans, ont des militants. Et les militants aussi achètent. Donc ils ne sont pas totalement inutiles. C'est des moyens de liaison, de communication aussi des militants. Donc, c'est tout à fait normal. Mais si c'était, par exemple, Fraternité Matin. Fraternité Matin vient en tête. Ce n'est pas un journal, bon, c'est un journal pro-gouvernemental. Mais les gens achètent beaucoup pour Fraternité Matin parce que chacun en fonction de son intérêt. D'où le fait qu'il n'y a aucune catégorie sociale particulière, aucune tranche d'âge qui achète. Tout le monde achète. Parce que en achetant Fraternité Matin, on achète Fraternité Matin par rapport à un objectif précis. Soit on cherche du travail, et dans Fraternité Matin, il y a des appels d'offres. Ou bien, il y a des proclamations de résultats. Dans Fraternité Matin, on achète le journal pour avoir les résultats. Ou bien, on achète Fraternité Matin parce qu'il y a la nécrologie, etc., etc. Donc, chacun achète Fraternité Matin à cause de son intérêt. Et mieux, Fraternité Matin publie des résultats des différents prix sur les marchés. Le monde économique achète aussi pour avoir l'information. Est-ce que sur le marché d'Agamé, la tomate revient moins chère que sur Cocody, etc. Donc c'est ça. Donc en gros... la présence du patriote, la présence du patriote, de notre voix, c'est tout à fait normal. Ils ont des lecteurs, mais des lecteurs qui ne sont pas en grand nombre. Nous, on aimerait qu'il y ait beaucoup plus de lecteurs pour que le secteur puisse véritablement décoller. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Les chiffres montrent donc que Fraternité Matin est en tête, alors que la composition de son bétail, de son lectorat, oui, n'est-ce pas, est disparate, n'est-ce pas? Voilà. Est disparate. A contrario, oui, hein, les 3 qui suivent sont adossés à des partis politiques, voilà, alors qu'ils n'ont droit qu'à leurs partisans. Voilà. Les partisans ce qui peut expliquer, oui, ce qui voilà, peut expliquer. Est-ce que ça veut dire que on pourrait calquer le modèle économique de ces journaux adossés à des partis politiques, pourrait se calquer sur celui de Fraternité Matin s'ils veulent être performants. Voilà. D'accord. Et puis surtout, battez-vous pour être crédible. Les gens sur le terrain nous ont dit quoi? Que chaque journal défend sa chapelle. Chaque fois, c'est le leader qui est le meilleur. Même s'il fait des erreurs, on trouve qu'il est le plus bon. Bon. Donc, si je ne suis pas de ce parti, je n'achète pas ce journal. Mais si je suis de ce parti, mais je vais acheter le journal, puis ce qu'il disait, c'est ce qui me plaît. Merci. Alors, okay, une autre série de questions. Je me nomme Fulbert Yao. Je suis journaliste à l'Info Express, qui est un site d'information, et au journal L'Expression. Durant votre exposé, il y a un détail qui m'a interpellé concernant le coût de vente des journaux. Vous disiez dans votre présentation que la plupart de ceux qui achètent nos journaux aujourd'hui ont un salaire qui varie entre 300 et 400 000 francs. Ce que vous avez dit que ces personnes sont des personnes nanties. Alors, pour que ceux qui ne sont pas nantis
la basse classe puisse acheter les journaux. Qu'est-ce que cette classe-là propose aux médias pour que la plupart puissent avoir accès ou achètent les journaux, surtout en tenant compte du prix de l'impression, mais également du coût du papier. Qu'est-ce que l'enquête révèle à ce niveau ou qu'est-ce que les Ivoiriens proposent aux médias en ce sens? Merci. Bon, le coût de l'enquête, le montant est tellement dérisoire que j'ai honte de dire ça ici. Voilà. Donc, c'est vraiment... On a travaillé pour l'honneur, la main sur le cœur, pour que justement nous puissions tous contribuer à l'émergence d'une presse nouvelle. Autre question après celle de M. Yao. Oui, alors, je suis Hervé Patrice Yao aussi. Je suis de Fraternité Matin. Et je voudrais d'abord commencer à dire merci à l'intervenant parce que la démarche qu'il a proposée en termes de design méthodologique, on sent que c'est une étude qui a suivi les normes. Mais là où je voulais faire une suggestion, c'est au niveau de... Parce qu'une telle étude, elle vise généralement à reprendre le modèle pour qu'on puisse l'utiliser. Alors pourquoi un indicateur comme l'alpha de Krumah n'a pas été mobilisé? Et surtout que vous avez utilisé SPSS dans sa version 22. Je pense que cet indicateur qui traite sur l'homogénéité entre les différentes variables et les différents indicateurs nous aurait permis de pouvoir avoir un modèle un peu plus sérieux. Je connais Hugues, professeur d'université. Je vais intervenir très rapidement. Déjà remercier CIVES et l'ANP, bien entendu, pour vraiment cette production d'informations, de statistiques qui vont pouvoir nous aider, nous qui sommes du côté académique, à mieux comprendre ce qui se passe au niveau du lectorat ou des auditeurs de la presse en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est un élément important. Mais je voulais clarifier un certain nombre de points. Alors, vous avez fait votre étude dans 17 villes et communes. Alors, est-ce qu'il faut comprendre qu'il s'agit d'une vision des Ivoiriens des villes par rapport à l'information ou c'est vraiment la population ivoirienne dans son ensemble, y compris les populations rurales? C'est la première observation. La seconde observation, en ce qui concerne la presse numérique. Nous savons tous que la presse imprimée se retrouve également sous forme numérique. Et nous savons qu'il y a également aujourd'hui des agrégateurs d'informations qui font que le public a accès au contenu de la presse imprimée sans quasiment bourse déliée. Il suffit d'avoir un peu d'unité ou de connexion Internet. Donc c'est cette synergie, ou en tout cas cette interaction, cette dynamique entre presse digitale et presse imprimée que j'aurais bien aimé voir prendre en compte dans cette étude. Fraternité Matin se retrouve sous une forme digitale. Mais est-ce que, lorsqu'on parle de Fraternité Matin, on prend en compte également son lectorat sous la forme digitale? Et est-ce que aussi les Ivoiriens qui s'intéressent tant à l'actualité n'ont pas compris que la presse qui ne donne des informations que sous 24 heures, puisque la presse est imprimée, elle est quotidienne, lorsqu'elle est rapide, elle est quotidienne, alors que de plus en plus, les gens veulent des informations immédiates, l'immédiateté. Alors, comment est-ce que la presse imprimée peut relever ce défi-là? Je crois que ça, c'est une question importante. Beaucoup de gens, toutes les 5-10 minutes, ils cherchent de nouvelles informations. Ils cherchent de nouvelles informations et ce n'est pas dans la presse imprimée qu'ils vont la trouver. Donc, c'est une dimension importante. Dernier élément, j'ai été heureux de voir que 77% des enquêtés estiment que les journalistes sont crédibles en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est phénoménal. Je ne pense pas que ça existe dans les autres pays. 77%. Bon, évidemment, on ne sait pas s'il s'agit des journalistes de la presse imprimée ou des journalistes tous médias confondus.
Ça, je crois qu'il faut aussi qu'on nous le dise. Parce qu'on nous dit que la presse imprimée est considérée comme inférieure au parti, elle n'est pas crédible. Donc, ça crée un peu une confusion. Et enfin, les attentes. Parce que c'est ça aussi, c'est important pour ceux qui produisent ou qui tiennent les médias, de connaître les attentes des populations. Oui, les gens veulent être informés sur la vie chère. Mais évidemment, nous savons tous que lorsqu'on fait une enquête, le moment, vous l'avez dit, le moment où on fait l'enquête est parasité par l'actualité du moment, ou en tout cas les questions prioritaires du moment. Vous avez fait l'enquête à un moment donné où la vie, apparemment, était ressentie comme chère. Bon, les gens veulent des informations sur la vie chère. Bon, mais une fois que la vie ne sera plus chère, est-ce que ça viendra? Je ne sais pas. Mais enfin, le jour où la vie ne sera plus chère, il faudra passer à autre chose. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils s'intéressent à ce qui fait leur quotidien, à ce qui est prioritaire à un moment donné. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, il faut que les médias puissent répondre à ces questions-là. Et c'est vraiment très intéressant ce que vous avez fait, mais il faut une réflexion plus approfondie. J'espère que il y aura après une réflexion plus approfondie, les éditeurs, le ministère et d'autres professionnels pour aller plus loin dans la réflexion. Je vous remercie. Oui, en ce qui concerne les coûts et les salaires, c'est pas... Vous avez, dans certains aspects de l'enquête, il y a certains chiffres qui liaient les salaires au coût des journaux, à l'achat, à l'acte d'achat des journaux. Est-ce que c'est pertinent? Oui. Et lorsqu'on... c'est une affaire de segmentation. En fonction des tranches de revenus, quels sont ceux qui achètent le plus un journal? Il se trouve que c'est ceux qui sont les plus riches. Mais cela ne veut pas dire que les autres aspects, les autres n'achètent pas. Ils achètent, mais pas en grande quantité. Voilà. Ceux qui achètent le plus, c'est tout à fait normal, hein, c'est économique. Hein. C'est ceux qui ont le plus de moyens qui achètent le plus. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui doivent acheter en fonction de leur intérêt, même si c'est 300 francs qu'ils doivent manger aujourd'hui et puis ils n'ont que 300 francs, ils préfèrent investir. C'est un investissement quand ils achètent un journal. Voilà. Ce n'est pas pour le plaisir. Mais ceux qui ont beaucoup plus de moyens achètent ça pour quelquefois s'informer et se divertir. Mais les autres achètent ça par nécessité. Est-ce qu'il n'y a pas une offre d'emploi qui pourrait m'intéresser pour que je puisse quitter ma situation actuelle? Donc, voilà. Mais, lorsqu'on a demandé pourquoi est-ce que vous n'achetez pas les journaux, il y a beaucoup de personnes, certainement ceux qui ont des revenus faibles, qui trouvent que 300 francs, c'est trop. Ça, c'est ressorti dans l'enquête. Quand on fait le traitement des données, chacun fait le traitement en fonction de ses objectifs. Nous, notre objectif, c'était de voir quels sont les différents pourcentages et quelle est l'inférence. C'est-à-dire, comment est-ce que c'est les résultats qu'on a obtenus, est-ce qu'on peut extrapoler ces résultats sur le plan national? Voilà, c'était l'enjeu. C'est pourquoi on a utilisé deux puissants tests statistiques, à savoir le test du Q2 et le test d'ajustement du Q2, pour pouvoir faire correctement l'inférence. Sinon, ce qu'il dit, bon, ben, c'est tout à fait vrai. Et dans les prochaines éditions, on fera cas, on tiendra compte de vos remarques. Mais cette fois-ci, c'était vraiment c'est par objectif qu'on utilise les différents tests. Notre objectif ici, c'était de voir est-ce que l'information qu'on a recueillie, est-ce qu'on peut extrapoler les résultats sur le plan national. Voilà. Ça me permet de sauter sur une question que M. Guillaume Bateau avait posée pour dire est-ce que le test est significatif, c'est pas... Non, le test, quand on dit que le test n'est pas significatif, ça veut dire que les différents pourcentages qui sont en jeu, il n'y a pas une différence significative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conclure qu'il y a une majorité qui est dégagée. C'est tout. Et quand le test est significatif, ça veut dire qu'il y a une majorité qui est dégagée. C'est-à-dire que s'il y a 50% qui disent oui, et puis il y a 40% qui disent oui, si on dit que le test est significatif, ça veut dire que les 50%, on peut dire que sur le plan national,
la proportion sera gardée. C'est-à-dire 50%, ça ne peut pas changer avec la marge d'erreur qu'on a. Mais si c'est 49% et 50%, on va dire que le test n'est pas significatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence probante. Voilà. C'est tout ce que ça veut dire. Sinon, ça ne veut pas dire que l'échantillon est petit. Non, non, non. C'est pour avoir la qualité de l'information, pour pouvoir faire de l'inférence, c'est-à-dire extrapoler les résultats sur le plan national. Voilà. Le professeur Hugues a fait une remarque. Effectivement, en fonction de chaque étude, il y a un champ qu'on explore. Ici, il s'agissait de lecteurs, principalement de journaux. On a tenu compte de tous les médias, mais nous, notre cheval de départ au départ, c'était la presse écrite. Et malheureusement, monsieur le professeur, la presse écrite n'est pas distribuée dans les villages. C'est dans les villes. Donc c'est dans les villes que nous avons mené cette investigation-là. Donc effectivement, ces résultats, c'est des résultats de ville. Mais si c'était un sondage politique, où il s'agit d'électeurs, on vote partout. On serait allé en zone rurale. Mais là, on a pris l'information où... On a pris l'information là où elle se trouve. Voilà. Donc c'est une question de plan de sondage et d'efficacité selon les objectifs. Merci beaucoup, professeur. Monsieur, professeur Hugues Connet a parlé également de la presse, de la forme sous laquelle l'information presse est livrée aux lecteurs. L'information presse est imprimée, mais les mêmes imprimés se retrouvent sous la forme digitale. Voilà. Est-ce que voilà. Effectivement, sur ce point-là, et lorsqu'on a demandé aux interviewés, est-ce que vous faites confiance aux journalistes? Il s'agit de tous les journalistes, pas des journalistes seulement de la presse écrite, mais des journalistes dans leur ensemble, audiovisuel, presse écrite, Internet. De façon globale, les journalistes ivoiriens, ils ont estimé qu'ils étaient très bien formés. Et que leur problème, c'était les organes. Que les organes sont dirigés par des politiciens. Et qu'ils ne sont pas libres. Ils défendent. Les citoyens sont conscients, ils défendent la cause des journalistes. On les dédouane. On dit que ce n'est pas de leur faute. Le patron, ils sont obligés de suivre la ligne éditoriale du journal. Alors, donc, on se comprend parfaitement. Ouais. D'accord. Merci, monsieur le directeur. Nous allons prendre une dernière liste. C'est bon? Une dernière liste. Oui. Président Zoré. Monsieur Zoré Lassane, président du GEPSI, que nous félicitons encore une fois pour sa réélection. Ce que je voudrais dire, ce qui concerne la presse imprimée, puisque je suis le président des éditeurs de presse Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a quand même quelques insuffisances que moi j'ai eu à remarquer, mais ce n'est pas du fait du cabinet qui a fait les sondages. Parce que ici, on a interrogé des personnes sur leur ressenti par rapport à leur façon de s'informer. Mais il y a des questions qui restent très techniques. Il y a des questions qui restent très techniques qui ne sont pas forcément accessibles aux lecteurs. Je pense que ces éléments-là, si on en tient compte, je prends un exemple simple. Quand, par exemple, le journal n'arrive pas, je pense que vous avez souligné aussi quelque part. Voilà, quand le journal n'arrive pas à des lecteurs, c'est qu'il y a problème au niveau de la distribution quelque part. Et toutes ces questions-là, il faut en connaître les causes. Je prends juste cet exemple. Donc, pour moi, je pense que j'ai écouté
jusqu'à la fin, je ne repars pas forcément satisfait de ce que j'attendais. En fait, on a vu le résultat, mais j'attendais beaucoup plus des propositions, des solutions. J'attendais beaucoup plus des solutions. Mais au niveau des solutions, je suis resté un peu quand même sur ma faim. Voilà, parce que ça a été un peu survolé. Et je pense que la réflexion va être menée à ce niveau-là. Parce que au niveau des éditeurs de presse, on va dire que nous avons fait les 360 degrés de la question. Et on attend toujours un œil extérieur qui a ces résultats-là pour nous proposer peut-être d'autres solutions parce que nous n'avons pas la science infuse. Quelquefois, c'est un regard extérieur qui nous permet de prendre en compte un certain nombre de choses aussi. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Zoré Lassane. Juste rappeler que le rapport, mesdames et messieurs, fait 153 pages. 153 pages, 173 pages. Donc, on a juste, vous m'avez vu intervenir pour, n'est-ce pas, un peu brider, monsieur le directeur, en raison de l'horaire. Sinon, il y a beaucoup d'autres informations. 173 pages, donc il y en a des informations. Oui, monsieur le directeur, si vous voulez. Merci bien, monsieur Zoré. Mais je crois que vous aurez accès au rapport complet, peut-être. Voilà, toutes les informations. Vous allez pouvoir prendre des décisions efficaces sur la base de ces informations. Merci encore, monsieur le directeur. Un autre intervenant. En fait, je voudrais faire le lien avec l'intervention du président Zoré pour les éditeurs de presse, pour dire qu'il faudrait peut-être faire la liaison avec l'étude qui a été présentée il y a quelques mois sur le modèle économique et la professionnalisation, où il y a véritablement beaucoup de propositions qui sont faites et qui partent déjà de ce que l'étude confirme, à savoir comment diversifier le contenu, comment être proche des lecteurs, et la question de la distribution, il faut s'en occuper effectivement, mais il faut aussi tenir compte de comment les éditeurs peuvent répondre aux attentes exprimées par les lecteurs et qui rejoignent l'étude qui a déjà été faite sur la base d'une comparaison avec d'autres pays pour voir quelle est la part de responsabilité des éditeurs dans l'inventivité pour s'adapter aux attentes des lecteurs. Je pense qu'il faut mettre cette étude en liaison avec celle qui avait été précédemment faite, qui est également très fouillée en termes de propositions sur différents axes. Et je pense que les journalistes et éditeurs pourront mettre tout cela ensemble pour voir comment faire sortir la tête de l'eau, parce que les statistiques qui sortent ne font que conforter, celle qui est sortie il y a quelques jours sur le premier trimestre, ne font que conforter ce déclin qu'il ne faut pas considérer comme inexorable, avec l'inventivité, je dis toujours, des éditeurs. Merci. Aimé Narcisse Aboli, membre du GEPSI et journaliste professionnel, DG de l'entreprise de presse GSI UBA. Ce que je voudrais dire, c'est aller aborder dans le même sens que le président du GEPSI. Est-ce que c'est sûr, ou est-ce qu'on peut avoir la date de la remise, de la restitution du sondage? Parce que moi, c'est vrai qu'on a dit comment les Ivoiriens s'informent. Mais nous, jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce qui influence la lecture des lecteurs. Parce que le responsable lui-même des Civis n'a pas été capable de nous convaincre sur la motivation des lecteurs. On a donné des exemples, c'était des hypothèses même, pour Fraternité Matin et tout ça. Nous, jusqu'à présent, on a fini une cérémonie de remise de restitution, mais on n'a pas accès au sondage, aux données. Il ne sait pas si on les aura effectivement. Parce qu'il y a plusieurs fois, comme on peut faire ce genre de rencontres, on nous promet les sondages, les résultats, mais malheureusement, on n'en a jamais eu. Est-ce que c'est sûr, comme le président de l'ANP est là, si on peut les avoir peut-être en version numérique pour qu'on puisse approfondir les analyses et les recherches, ça nous ferait plaisir. Merci. Monsieur le Président est là et je pense que
il a acquiescé lorsque j'ai dit que les résultats de cette enquête seraient disponibles. Voilà. Madame la ministre. Je voudrais donner juste un regard de lectrice. J'aime les journaux, j'aime toucher le papier, j'aime lire les journaux. Et je dois dire que, bien sûr, par ma profession, obligatoirement, tous les matins, je reçois mes journaux. Mais je trouve qu'à travers l'enquête qui a été faite, lorsque l'on parle du contenu, pourquoi les lecteurs potentiels ou les auditeurs, on met en dehors un peu la télévision, puisqu'elle a reçu des satisfecit, mais disons, parlons des lecteurs, moi je les comprends. Je comprends que le lecteur ne trouve pas ce qui peut l'intéresser dans les journaux. Moi, je suis intéressée dans les journaux parce qu'il n'y a que de la politique. Les luttes entre les états-majors politiques, donc ça me donne vraiment des informations intéressantes, mais en même temps, je me pose toujours la question en disant, mais pour le lecteur moyen, pour qui la politique n'est pas vraiment l'essentiel de ses soucis, je pense qu'en effet, et vous l'avez montré dans votre exposé, vous avez montré que les Ivoiriens veulent qu'on parle de choses qui puissent les toucher. La cherté de la vie, oui, c'est essentiel. Des enquêtes de société, c'est essentiel. Or ça, on l'oublie. On l'oublie dans les journaux. Et je comprends qu'à ce moment-là, quand tout à l'heure, le président de l'ANP nous donnait les chiffres, le chiffre d'affaires entre 2011 et maintenant, c'est catastrophique. Alors vraiment, je pense que chaque organe de presse est interpellé pour prendre l'exemple sur, en effet, la télévision qui nous offre toute une panoplie d'éléments qui peuvent intéresser les uns et les autres, de l'enfant à l'adulte, de la femme à l'homme, etc. Et donc je pense qu'il est important que maintenant les directeurs de journaux laissent un petit peu la politique de côté, surtout cette politique d'état-major, je veux dire de lutte entre les états-majors, et pour s'occuper vraiment des principaux problèmes de société qui interpellent nos compatriotes. Merci à vous. Merci encore. Les applaudissements traduisent, n'est-ce pas, l'adhésion de la majorité à cette idée de changement de paradigme, changement complet de paradigme sur ce. Je vais considérer même que ce sont les mots de fin, de si beaux mots pour clore une si belle cérémonie. Monsieur le directeur, merci encore pour cette enquête qui a été conduite si diligemment. On va remercier Monsieur le Président de l'ANP pour l'initiative, ainsi que, voilà, Monsieur le Président qui va intervenir d'ailleurs pour clore. Notre ambition, ce n'était pas de remettre à chaque éditeur une recette magique, une formule magique pour booster son journal. Notre souci, c'était de pouvoir mettre à la disposition des entrepreneurs de presse l'opinion des lecteurs. Et il est bien ressorti dans les données que ce qui intéresse les lecteurs sont les faits de société. La politique vient en dernière position. Les statistiques montrent que la politique vient en dernière position. Or, il se trouve que nos quotidiens sont principalement constitués de faits politiques. Madame la ministre l'a dit. Ce sont les acteurs politiques qui achètent. Et moi, je serais éditeur, je serais inquiet, parce que si j'ai un journal partisan qui est proche d'un parti, et que ce parti ne peut pas acheter plus de 100 exemplaires par jour, parce que c'est ça aujourd'hui. Il y a des journaux qui vendent moins de 100 exemplaires par jour. Ils n'ont pas intérêt à être sur le marché. En fait, quelqu'un a dit qu'il fallait qu'on aborde des formules magiques, des formules pour être un peu plus sérieux dans nos approches. C'est un coup d'essai. Nous n'avons pas la prétention de dire que c'est fait un coup de maître. Mais au moins chaque année, Inch'Allah, nous ferons cette approche pour avoir l'opinion de nos concitoyens sur leur appropriation de l'information. Et c'est pour l'ANP un outil que nous voulons mettre à la disposition des éditeurs pour améliorer leur approche éditoriale. Que le problème de la distribution a été évoqué, mais ce n'est pas l'essentiel pour les lecteurs. C'est quand le contenu est pertinent, le lecteur s'arrange pour le trouver, le journal. Ça aussi, ça a été prouvé. Donc, ne focalisons pas sur la distribution,
c'est un problème, ce n'est pas le problème. En tout cas, je voudrais vous remercier pour votre patience et votre présence. Et l'ANP est très honorée, franchement, de l'assiduité, de l'assistance. Et nous vous retrouverons. Et nous vous promettons de mettre à disposition de chacun l'étude. Cette étude a été faite non pas pour l'ANP. Pas pour l'ANP. L'ANP a pour mission de monitorer la presse. Nous on fait cette étude pour les éditeurs de presse. Pour compléter tout ce qui a été fait comme étude diagnostique, dont les recommandations n'ont pas permis jusqu'à présent de résoudre un problème. Je ne dis pas que cette étude va résoudre le problème, mais ça va aider à la résolution des problèmes. En tout cas, je vous remercie et bon retour chez vous.